Cubot m'a envoyé ce rikiki smartphone anti-choc à tester et je dois dire que je suis pas déçu d'avoir accepté finalement. Bon, on est sur un smartphone anti-choc qui a une particularité, hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte comme ça directement sur la caméra, mais il est minuscule, rikiki. En fait, ça reste un smartphone anti-choc, hein. Il a la même tronche, exactement la même tête, on a des rebords en caoutchouc. Bon, c'est un mélange de métal et de caoutchouc, de plastique très dur, pour le rendre résistant aux chutes et à l'eau. Oui, parce qu'il est certifié IP68, et ça coûte super cher, la certification. En fait, c'est le prix du téléphone, quoi. Mais pour revenir sur ce design, moi, j'ai eu un... Bon, je vais pas vous dire un coup de cœur, hein, je vais pas mentir, mais j'ai eu quelque chose. Quelque chose s'est passé entre lui et moi. J'ai adoré avoir ce mini truc entre les mains, surtout qu'il pèse seulement 123 grammes, donc imaginez, hein, vraiment, c'est vraiment le truc léger. On a une hauteur de 119 mm seulement. Alors, on va le mettre à côté de mon Oppo, voilà, hein. Je pense que... y a plus besoin de mots. Je fais des éloges, ok, j'aime le côté compact, esthétique, anti-choc, c'est bien, mais on commence aux galères, parce que oui, les doubles nano SIM, ça c'est très bien, en plus on peut rajouter une micro-carte SD, mais pour atteindre cet endroit, vu qu'il est IP68, il va falloir utiliser le tournevis fourni dans la boîte. C'est déjà bien, il est fourni. Mais bon, dévisser le dos pour mettre les nano SIM, c'est pas pratique, mais bon, voilà, c'est étanche, quoi. Mais qui dit mini smartphone, dit mini écran, et oui, on est sur un écran de seulement 4 pouces. Bon, c'est du LCD, sur des sites, on voit Q en minuscule HD+, du QHD là-dessus. Allez-y, dites-le moi en commentaire, mais en tout cas, ça se voit pas du tout. Et donc cet écran en 4 pouces que je kiffe, hein, bon, ok, je me répète, mais j'adore vraiment ce format. Et il est pas dingue non plus, du LCD, on a des couleurs correctes, bon, c'est pas de la MOLED, hein. On n'est pas sur de l'écran haut de gamme, mais il est sensible, il fonctionne bien. En plus, en luminosité extérieure, bon, il va monter à 500 nits, ce qui n'est pas frappadingue, mais ça peut suffire. Mis à part, si on est en plein soleil sur la plage avec des lunettes de soleil, on verra pas grand-chose, mais sinon, c'est suffisant. Et chose importante, là, je viens de le voir, c'est qu'il fait l'aide de notification. Alors, je sais pas si tu vas le voir, mais ça clignote. En plus de ça, hein, une option de dingue, il a Face ID. Oui, il va se déverrouiller automatiquement avec ton visage. En plein jour, ça va. Par contre, en basse luminosité, où il manque un peu de lumière, bon, ça ne fonctionne pas. Il faudra utiliser le code de déverrouillage. Parce qu'il n'y a pas non plus d'empreinte digitale. Bon, est-ce que c'est vraiment utile en mode baroudeur? Perso, ça me gêne pas. Mais voilà, à l'utilisation de tous les jours. Pour les applications, la navigation, etc., bon, il reste correct. Il y a bien sûr quelques ralentissements parce qu'on n'est pas sur un processeur de dingue. Je vais vous en parler juste après. Mais voilà, sur la globalité, sur l'utilisation standard, le smartphone fera l'affaire. Après, on n'est pas sur Android 12, malheureusement, on est sur Android 11. Et faut pas rêver, Android 12 ne viendra jamais, en tout cas je ne pense pas. Et l'autre avantage, c'est qu'on va pas retrouver des applications préinstallées, des surcouches, etc. C'est Android 11 basique, voilà. On cherche pas plus loin. Je parlais de ralentissement de temps en temps juste avant parce qu'on est sur un smartphone qui a 4 Go de RAM. Bon, ça reste correct. 64 Go de stockage extensible, comme je l'ai dit. Et on a un processeur pas très puissant. Pour les connaisseurs, on est sur le Helio P22, qui est un processeur qui est, comme je l'ai dit, pas très puissant. Au score en tutu, il va quand même aller un petit peu au-dessus de 100 000. Bon, petit en taille, petit en puissance, hein. Et pourtant, j'ai réussi à faire tourner des jeux 3D, du moins un jeu, Alpha 9. Alors, on a un graphique vraiment minimum et quelques ralentissements, mais le jeu est jouable. Et ça m'a surpris, j'ai réussi à finir une partie sans trop de gêne. Bravo, Cubot Mini. J'ai pas été non plus surpris par le son, parce qu'on est sur un son mono. Il est assez fort, il crache pas non plus, il est pas forcément de qualité, mais il va faire son travail pour les sonneries. Par contre, le vibreur, mais c'est un vibreur d'une puissance. J'ai jamais senti une vibration pareille. Non, franchement, il arrache. On peut presque l'utiliser comme ponceuse, le smartphone. Pour dire. Autre option que je trouve pas mal et qui fonctionne bien, c'est l'option GPS. Et c'est ce qu'on va lui demander en fait, c'est d'avoir un bon GPS aussi, que ce soit pour les randonnées, pour les treks, etc. Pour les voyages à l'autre bout du monde. Il pourrait servir de compteur ou de GPS pour un vélo, pour une trottinette, même pour une moto. J'ai pas voulu tester sa résistance au choc, en tout cas j'ai pas voulu le jeter contre un arbre, parce que honnêtement, visuellement comme ça, on sent que le smartphone va être solide. Il peut tomber, que ce soit sur le dos, sur les côtés, le smartphone ne cassera pas, en tout cas à 1m50, 2 mètres de hauteur. Bien sûr, d'une falaise, ça sera autre chose. Et comme tous les smartphones anti-choc, ça reste l'écran, la partie fragile, et si je le ferais tomber directement sur une pierre là-dessus, il sera fissuré comme tous les smartphones. Plus le smartphone sera petit, plus il sera résistant vu qu'il est moins lourd, etc. Donc je m'inquiète pas pour la partie anti-choc, je pense vraiment qu'il est plus résistant que tous ses grands frères, plus grands. Mais passons à la partie photo, parce qu'avoir un smartphone baroudeur c'est bien, avoir des belles photos, c'est un petit peu mieux quand même. On est sur une caméra principale de 13 mégapixels, pas d'option particulière, et les photos,
Si on prend le temps de les faire et qu'on est en pleine luminosité, les photos sont pas dégueu. En tout cas, les photos sont correctes. Bien sûr, on n'est pas sur de haut de gamme, loin de là, hein, c'est pas un smartphone pour ça. Si on bouge un petit peu, c'est un petit peu moins bien. Et on a même l'option de nuit qui va se débrouiller, ça va éclaircir la scène. Voilà, c'est pas un photophone, mais il pourra dépanner et faire ce qu'on lui demande. Pour la partie selfie, on est sur du 5 mégapixels. Rien ne fera pas dingue, les couleurs sont plus fadasses, ça rend moins bien que le 13, ce qui est normal. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est suffisant pour un smartphone comme ça, surtout que vous allez connaître le prix, et là vous allez peut-être changer d'avis, ou pas du tout même. Mais avant de parler du prix, je voulais vous parler de l'autonomie, parce que vu qu'il est tout petit, on a une batterie de seulement de 3000 mAh. Et l'autonomie, bon, alors en mode veille, oui, il tiendra 2 semaines. J'allais dire 3 semaines, non, bien 2 semaines, si vous l'allumez que de temps en temps pour regarder l'heure. Par contre, en utilisation tout le temps, intensive, sachant qu'il n'est pas fait pour ça, bon, ça va être la journée. Hein. Mais vu qu'on est sur une batterie de seulement 3000 mAh, la charge sera moins longue qu'un gros smartphone avec une 6000 mAh. On va le charger en moins de 2 heures, avec le chargeur fourni dans la boîte. Ça va vraiment dépendre de l'utilisation. On peut le faire durer, et on peut la vider très vite aussi. Alors passons au prix, parce que c'est là où ça vient faire mal, pour moi en tout cas. C'est qu'on est sur un smartphone qui coûte maintenant, là il vient de sortir, à environ 150 €. Ça va toujours pareil dépendre des promotions. Je pense qu'il va vite baisser, mais à 150 €, ce que j'aime vraiment, c'est la compacité, le fait qu'on puisse le mettre de partout, l'emmener, servir de GPS, etc. Comme j'ai dit au départ, mais je trouve que c'est un peu chéro vu la puissance du processeur, vu la qualité des photos. Et ce qu'on va payer dans les 150 € surtout, c'est la certification. C'est ça qui coûte cher. C'est pour ça que le processeur est moins puissant qu'un smartphone Xiaomi par exemple, ou que l'écran soit moins bon, qu'il soit petit, etc. Voilà, c'est vraiment le côté anti-choc qu'on vient payer. Il n'est pas du tout au niveau des smartphones standards qu'on peut trouver en face. Est-ce que c'est plus intéressant de prendre un smartphone standard petit et de lui rajouter une coque ultra résistante? À vous de me dire en commentaire. En tout cas, personnellement, si je devrais prendre un smartphone anti-choc pour partir en trek ou je ne sais où à l'aventure, je choisirais ce smartphone-là pour le côté compact. C'est vraiment pratique. J'insiste, mais c'est vraiment extrêmement pratique. À part si on a une mauvaise vue pour voir les messages, c'est plus petit. Mais si vous cherchez juste un smartphone standard, ne partez pas là-dessus. Il y aura beaucoup d'autres smartphones plus performants, meilleurs en photo, à ce tarif-là, mais qui seront pas résistants à l'eau ou anti-choc. Voilà, c'est un choix. Moi, je l'aime bien. Puis voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez de ce smartphone. C'est vrai que je sais pas trop où le placer. Bien sûr, lâchez-moi ce pouce vers le haut si vous aimez la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore un Tukiwancien. Et je vous dis à la prochaine vidéo et je compte sur vous pour vous lâcher en commentaire. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwancien toute ta vie.